m'a été proposé aujourd'hui de vous exposer porte sur la réglementation et les contraintes de mise en œuvre. Comme vous l'avez un petit peu déduit des exposés précédents, l'une des difficultés précisément est l'absence d'une réglementation globale. Il n'y a pas de disposition encadrant cette question ô combien sensible qui se pose au niveau des ports, au niveau des opérateurs portuaires, au niveau des transporteurs, au niveau des réceptionnaires. Donc c'est véritablement une problématique globale et nous avons une carence en termes de réglementation. Il y a effectivement des dispositions éparses, principalement au niveau du code de la douane, mais je ne vais pas trop développer ce point-là puisqu'il va être exposé par le monsieur Genetti qui prend la parole par la suite. Pour ma part, je vais essayer de me focaliser sur les problématiques, sur un retour d'expérience en tout cas, au niveau des problématiques qui se posent au niveau judiciaire. Quels sont les points qui sont soumis aux tribunaux, quelle est la position qui a été adoptée par les tribunaux et donc qui est souvent un petit fait œuvre de création prétorienne puisque en l'absence de texte, donc les tribunes, nous en tout cas, avocats, on essaye de recourir au droit commun et essayer de trouver des voies procédurales et également un petit peu vous exposer quelle est la position qui a été adoptée par les tribunaux par rapport aux problématiques qui leur sont soumises. Principalement, les deux questions qui se posent au niveau judiciaire, c'est la question des surestaries, qui a été évoquée précédemment, et la question de la destruction de la cargaison. Donc en fin de compte, on se rend compte qu'effectivement, quel que soit l'angle d'attaque, soit sur le plan juridique, sur le plan des contraintes opérationnelles, etc., on en revient souvent à ces deux points-là, à l'impact financier qui en découle. Donc effectivement, en ce qui concerne les surestaries, donc vous savez tous ce que sont les surestaries, c'est le frais de location des conteneurs qui est dû au transporteur, donc qui met à sa disposition sa boîte aux intérêts de cargaison, et le problème naturellement qui en découle lorsqu'on se retrouve face à des situations où le conteneur demeure immobilisé au conteneur, c'est que les surestaries continuent à courir et ça génère des frais qui sont très importants. Donc la position des transporteurs, donc aujourd'hui, de manière générale, c'est de considérer que le montant des surestaries doit être réclamé aux réceptionnaires. Là, il y a clairement une base contractuelle qui le permet, puisqu'en règle générale, les connaissements prévoient toujours des dispositions, des stipulations contractuelles qui mettent à la charge des réceptionnaires les frais de surestaries. Il existe également une circulaire qui a été émise par la PRAM qui définit un délai de franchise de 5 jours au-delà duquel les surestaries commencent à courir. La portée réglementaire au nom de cette circulaire est discutable et elle fait l'objet de contestations devant les tribunaux. Mais la source du droit n'est pas seulement les textes écrits, mais également l'usage. Et c'est un usage qui a été consacré aujourd'hui par la PRAM qui quand même fait référence en termes de représentativité des agents maritimes. Mais donc la position des transporteurs, je disais, c'était de réclamer ces surestaries. La difficulté qui se pose, c'est que compte tenu du temps que ça prend pour régler le problème, les frais de surestaries excèdent très souvent et de très loin la valeur intrinsèque de la boîte. Donc là, les tribunaux ont eu une fluctuation. En tout cas, ce que je veux dire déjà, c'est que c'est une problématique qui ne se posait pas énormément, ou même quasiment pas du tout, il y a quelques années. Et les transporteurs maritimes ont, depuis 3-4 ans, ont commencé à faire valoir leurs droits en réclamant les surestaries aux réceptionnaires. Il y a eu une fluctuation au départ au niveau de la position des tribunaux. Il y a eu quelques décisions qui ont été rendues, qui ont consenti effectivement la totalité des montants des surestaries aux transporteurs. En tout cas, les condamnations ont été prononcées, mais ensuite pour les exécuter, c'est une autre paire de manches. Et donc, ces premières décisions qui ont été adoptées ont créé une espèce d'appel d'air. Et donc, il y a eu beaucoup plus de transporteurs qui ont commencé à introduire ces actions-là. Donc, les tribunaux ont été un petit peu inondés par ce genre de réclamations. Et comme je vous le disais, les réclamations peuvent vraiment prendre des proportions très très importantes, qui dépassent des fois, ce sont des millions de dirhams, plusieurs millions de dirhams, 5, 6, 7, 8, 9 millions de dirhams pour des boîtes qui restent immobilisées pendant des années. Donc les tribunaux, quand ils se sont retrouvés face à cette situation où ils avaient des réclamations vraiment excessives, ils ont aujourd'hui quasiment, en tout cas au niveau de Casablanca, ça s'est stabilisé, ils consentent aujourd'hui un montant forfaitaire par boîte.
variable, 50 000, 60 000, ça va jusqu'à 100 000 dirhams. Mais en tout cas, les condamnations qui donnent aux transporteurs la totalité du surestaris, aujourd'hui, on n'en voit plus. Les transporteurs qui sont nos principaux clients, donc aujourd'hui, ils sont très mécontents par rapport à cette position-là. Donc moi, je vais faire des mécontents encore plus parmi eux, parce que même si ce n'est pas la position que nous défendons en général devant les tribunaux, je pense qu'elle fait sens. Elle fait sens d'abord, même si sur le plan juridique, c'est contestable, parce qu'il y a une base contractuelle, comme on sait, le contrat et la loi des parties. Donc les tribunaux n'ont pas forcément une base légale qui leur permet de forcer la volonté des parties et en attribuant un montant forfaitaire. Ils ont trouvé une espèce de base légale en requalifiant ces montants des surestaris comme une clause pénale qui donne droit aux tribunaux de les apprécier à la hausse ou à la baisse, et donc en l'occurrence là c'est forcément à la baisse. Mais c'est une décision qui fait sens, parce que ça peut paraître effectivement choquant de réclamer des millions de dirhams pour une boîte qui en vaut 10 fois moins, et puis surtout, c'est que c'est une partie du problème. Comme cela a été très bien exposé dans l'intervention précédente, les problématiques, on a tendance en général dans ces questions-là de marchandises abandonnées à lancer la pierre au réceptionnaire, en considérant, effectivement, c'est des cas très fréquents, où le réceptionnaire, pour des considérations X ou Y, de perte de marché, etc., n'est plus intéressé par la cargaison, il l'abandonne, il ne la prend pas. Mais le problème, il est beaucoup plus vaste que ça. En tout cas, il se présente sous plusieurs formes. Une des fois, la raison, elle est d'ordre administratif. On a vu même un cas de situation, c'est Nafolina, qui avait bénéficié d'un don, finalement, parce que la cargaison, les vêtements, etc., c'était la friperie qui ne pouvait pas être importé, le conteneur reste immobilisé. Donc il y a des situations, effectivement, le réceptionnaire n'est pas forcément de mauvaise foi. C'est vraiment une contrainte qui l'empêche de prendre possession de sa cargaison. Et sur un plan purement contractuel, les surestaris continuent à courir. Donc il est un petit peu anormal de faire supporter au réceptionnaire des montants un petit peu exorbitants lorsque en tout cas, l'immobilisation du conteneur n'est pas de son fait. Et le problème, ce que je vous disais, c'est que cette question de surestaris peut faire partie du problème des fois et non de la solution. C'est que les surestaris continuent à courir, donc le réceptionnaire est encore moins en situation de pouvoir régler le problème, parce que pour régler le problème, il doit verser des surestaris qui sont importants. Donc la position qui a été adoptée par les tribunaux, je pense qu'elle a du sens sur le plan logique, et qui peut permettre effectivement de contribuer à régler ce problème. Je vais quand même évoquer rapidement une difficulté aussi qui se pose sur le plan judiciaire, qui est très fréquent, c'est le cas des freight forwarders. Donc parmi assistance, il y a plusieurs agents maritimes et freight forwarders, et comme vous le savez tous, la pratique aujourd'hui c'est assise sur elle est fondée sur l'émission de connaissements par les freight forwarders. C'est ce qu'on appelle les house PL, par opposition au master PL, qui sont émis par les transporteurs eux-mêmes. Donc le problème qui se pose dans ces situations-là, c'est que vis-à-vis de l'armateur, le freight forwarder apparaît comme étant le réceptionnaire, même si dans le fait il ne l'est pas, sur le plan contractuel, puisqu'il est désigné dans le master PL, donc on a la mention du freight forwarder. Donc quand la problématique se pose d'un conteneur abandonné, qui est en réalité abandonné par le réceptionnaire, qui est le client du freight forwarder, le transporteur, lui, ne connaît pas le réceptionnaire, lui, il connaît le freight forwarder. Donc, il porte la réclamation à l'encontre du freight forwarder, qui lui a beau jeu de dire « mais non, c'est pas moi je suis juste un intermédiaire, moi j'interviens pour le compte d'un importateur qui lui a abandonné la cargaison, mais il n'en devrait pas moins que sur le plan contractuel, c'est lui qui est exposé, et donc c'est lui qui est redevable du montant des surestaris vis-à-vis du transporteur. » Ces problématiques-là ont été soumises à maintes reprises aux tribunaux, qui, en tout cas pour le coup, n'ont pas fait l'objet de fluctuations. Ils tiennent responsables, en tout cas plutôt débiteurs du montant des surestaris, les freight forwarders, à charge pour eux de se retourner contre leurs propres clients. La deuxième problématique qui se pose également aussi sur le plan judiciaire, c'est celle de la destruction de la cargaison. Donc c'est effectivement pour pouvoir parvenir à libérer d'abord la douane, à libérer l'espace portuaire, etc. La solution réside soit dans la vente des produits, soit dans leur destruction. La vente, en général, c'est quasiment tout le temps, se fait à l'initiative des autorités douanières. Donc ça, c'est l'objet de l'intervention qui va suivre, donc je ne vais pas développer là-dessus. L'alternative, donc, c'est la destruction.
Alors comment se passe sur le plan juridique et judiciaire la destruction de la cargaison? Donc encore une fois, du point de vue des transporteurs, comme je vais reprendre le terme qui a été utilisé par le commandant Asmani, ils sont pris en otage puisque leur boîte est immobilisée par l'effet de ces marchandises qui sont en souffrance. Donc parfois, les transporteurs ont, surtout lorsque ça dure et lorsque en tout cas la douane ne fait pas vendre la cargaison, a intérêt à prendre le lead pour réaliser la destruction de la cargaison et libérer leur outil de travail. Donc la solution que nous avons trouvée et qui fonctionne, c'est effectivement de demander aux tribunaux, parce qu'en fait, il y a un problème au niveau administratif qui se passe. En général, c'est que les transporteurs ont du mal à obtenir, sur le plan formel, une autorisation des autorités portuaires les autorisant à détruire la cargaison. Donc pour passer outre ces difficultés-là et avancer plus vite, on a recours aux tribunaux qui nous ont suivis là-dessus, donc où on demande aux tribunaux de délivrer une ordonnance autorisant les transporteurs à détruire la cargaison. Là, en général, une des difficultés qui se pose, c'est que lorsqu'on a affaire à des réceptionnaires qui abandonnent la cargaison, ce sont souvent en général des petites boîtes, des boîtes d'import-export qui ont des sociétés qui ont juste des domiciliés chez d'autres sociétés. Il y a un vrai problème de notification qui se passe. Donc, et là effectivement, je saisis cette occasion pour remercier la compréhension dont a fait preuve, en tout cas les tribunaux de Casa que nous pratiquons. Ils ont accepté à plusieurs reprises de délivrer des ordonnances sans même convoquer le réceptionnaire, à la condition en revanche de prouver qu'il s'agit d'une cargaison périssable. Donc normalement sur le plan procédural, en tout cas pour les juristes, parce que ce genre de procédure se fait dans ce qu'on appelle en référé, et le référé demeure une procédure contradictoire, donc il faut convoquer la partie concernée par la procédure, en l'occurrence c'est l'importateur. Et alors compte tenu de la situation un petit peu difficile que connaît le port, et même en termes sanitaires, etc., donc quand on apporte la preuve au tribunal qu'il s'agit d'une cargaison périssable, les tribunaux acceptent de délivrer une ordonnance sans même convoquer les réceptionnaires, ce qui permet de faciliter les choses. Donc encore une fois, c'est ce que je disais en introduction, c'est vraiment un peu de la créativité que nous faisons en l'absence de texte légal autorisant ce genre de possibilités, puis nous sommes ravis quand les tribunaux nous suivent sur ces points-là. La question sous-jacente évidemment à cette destruction, c'est la question des frais. C'est qui doit supporter les frais. Donc comme je vous l'ai dit, effectivement, dans certains cas, les transporteurs acceptent de prendre l'initiative pour récupérer leur outil de travail, mais normalement, ce n'est pas leur charge de le faire. Donc, pour ne pas encombrer un petit peu, pour alourdir la procédure, nous choisissons de le faire en deux étapes. C'est-à-dire, d'abord, dans une première étape, nous obtenons juste l'autorisation de détruire la cargaison devant le tribunal, en réservant simplement le droit de réclamer les frais acquis de droit par la suite. C'est ce qui nous permet justement d'obtenir des ordonnances sans convoquer l'autre partie, donc, etc. On peut l'obtenir en 1 à 2 semaines. Mais on réserve le droit de répercuter les frais à la charge du réceptionnaire lorsque ça lui incombe. Et nous avons obtenu, par contre, là, ce sont des procédures au fond, ce ne sont plus des procédures en référé. J'arrive au terme, je pense. 2 minutes, ça va me suffire. Donc, c'est des procédures au fond, et que nous avons obtenu effectivement des décisions favorables en ce sens, où production de factures à l'appui, des frais de destruction, les tribunaux mettent à la charge des réceptionnaires les frais de destruction, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, souvent la problématique n'est pas d'obtenir les décisions, mais de les faire exécuter, et quand on est face à des